Bien, alors, puisque j'ai l'immense honneur de clore par mon exposé ces 3 journées que j'ai trouvées pour ma part tout à fait magnifiques, je voudrais, et parce que j'ai eu l'occasion de m'exprimer, je crois, à plusieurs reprises déjà sur ce en quoi consiste, à mes yeux, le rationalisme de Jacques, j'ai souhaité un petit peu donner un tour différent, un petit peu à cette dernière intervention. Et c'est pourquoi j'étais encore aux manettes il y a un peu, parce que je souhaitais, me semble-t-il, il fallait rendre hommage à tous ceux qui nous ont fait l'amitié de participer à ces 3 journées pour lui rendre hommage. Et je souhaitais essayer de voir de quelle manière tous les participants nous avaient peut-être aidés dans le sillage dans l'immense inspiration qui est pour nous toujours l'œuvre de Jacques Bouvresse, comment, au fond, nous nous étions les uns et les autres, plus ou moins habilement, employés à essayer de procéder à ce qui était tout de même le thème de ces journées, à savoir reconstruire la raison. Et donc, je souhaiterais donner à mon exposé, comment dire, une part relativement informelle, vous voyez, de façon que ce que j'ai oublié, peut-être vous le rectifiez au cours de la discussion. Et j'aimerais beaucoup que Jacques me dise si la façon dont, justement, un certain nombre des réponses qui ont été données à cette question le satisfont, ou bien s'il pense qu'il y a certains aspects qui n'ont pas été évoqués, sur lesquels il souhaiterait insister. Et donc, voilà. Donc, c'est un peu ainsi que je conçois ma présentation ce soir. Malgré tout, je lui ai donné un titre au début, même si c'était une page blanche en quelque sorte. Et ce titre, c'est « Raison et sensibilité ». Alors, me direz-vous pourquoi ? Eh bien, parce que je crois vraiment que ce sont les 2 concepts, à la fois qui caractérisent le mieux l'œuvre de Jacques Bouvresse, et parce que je crois qu'il est le seul philosophe qui, depuis des lustres, ait vraiment réussi, quoi qu'il en dise, à trouver la conjonction optimale de ces 2 concepts, ce qui est tout sauf facile. Vous vous souvenez de cette maxime de Chamfort. Il n'est pas vrai, ce qu'a dit Rousseau après Plutarque, que plus on pense, moins on sente. Mais il est vrai que plus on juge, moins on aime. Peu d'hommes vous mettent dans le cas de faire exception à cette règle. Chamfort, dans cette maxime, me semble-t-il, voit juste, mais il ne voit pas assez loin. Il a tout à fait raison de dire que sentir et penser ne sont pas contradictoires, mais je voudrais pour ma part montrer, en opérant un léger clinamen à sa maxime, premièrement, que penser ne s'oppose pas à sentir, deuxièmement, que sentir ne s'oppose pas à penser, mais surtout que c'est à condition de penser en sentant, mais aussi à condition de sentir en pensant, non seulement que l'on parvient à réconcilier les 2 sœurs d'Austin, j'entends la lady, cela va sans dire, et non pas sœur Austin avec un i, le philosophe de l'ordinaire. Et donc, le cœur ou le sentiment, d'une part, et la raison de l'autre, mais plus encore que c'est à cette condition et à cette condition seule que l'on peut prétendre parvenir à juger, non seulement sans haïr, mais que ce sont même là les 2 manières et les 2 seules manières d'aimer, pour reprendre, vous vous en souvenez, l'autre titre initialement donné par le traducteur, de Sense and Sensibility. Et donc, si j'ai choisi d'intituler ainsi mon intervention aujourd'hui,
c'est parce que je crois qu'on trouve chez Jacques Bouvresse les moyens, pour une très large part, d'assumer ce projet. Et c'est ce que je voudrais essayer donc de montrer. Jacques, en effet, a montré une première chose, je crois, c'est la nécessité d'une lutte implacable, et c'est une lutte qu'il mène depuis toujours et par tous les moyens, ceux naturellement de l'analyse d'abord, mais aussi, comme Jean-Jacques Rosa l'a rappelé tout à l'heure, et Jacques a eu la modestie de dire qu'il n'était pas parvenu, bien, je crois, celle de l'essai, en pratiquant d'abord évidemment l'analyse conceptuelle au plus haut degré, n'est-ce pas ? On le lui a d'ailleurs suffisamment reproché. Comment ça, vous faites trop de logique, n'est-ce pas ? Mais en pratiquant aussi l'ironie et, si besoin est, la satire, au point d'ailleurs, certains s'en souviennent ici, de se retrouver devant des tribunaux. C'est bien lui qui d'abord a pratiqué une lutte implacable de toutes les formes caricaturales de la pensée, et en particulier les caricatures que l'on peut donner de la raison et de la sensibilité. Or, c'est seulement à condition de ne pas, n'est-ce pas, caricaturer raison et sensibilité qu'on peut rêver de parvenir à quelque chose qui serait un authentique art de juger. Ce qui me paraît être quelque chose à quoi il est absolument indispensable de revenir, c'est-à-dire un art de discerner, un art du discernement, si l'on veut parvenir aujourd'hui à résister, comme l'opération, je pense, de la reconstruction de la raison nous y invite. En effet, cela n'a aucun sens pour lui d'abord de réduire la raison à toutes les caricatures qu'on peut en donner, que ce soit, n'est-ce pas, sous la forme du dogmatisme hegelien, toutes les caricatures de tous ces châteaux inhabitables, n'est-ce pas, dans lesquels certains ont pu voir une manière déguisée de tyrannie du logos, d'antidémocratie, etc., qui auraient pu conduire à tous les malheurs dont le XXe siècle, n'est-ce pas, a souffert. Jacques Bouvresse a montré combien, cela traverse tous ses écrits, combien naturellement il était absolument ridicule de s'imaginer que quelqu'un sérieusement pourrait soutenir une telle conception de la raison. De la même manière, il a montré à quel point il était ridicule d'envisager que la sensibilité puisse être quelque chose qui soit totalement réfractaire à la raison. N'est-ce pas ? Donc c'est seulement à condition de caricaturer les choses qu'on peut évidemment trouver des adversaires commodes. Donc de même qu'il est absolument caricatural de réduire la raison à ce qu'un certain nombre de penseurs postmodernes ont fini par en faire, il serait évidemment tout aussi caricatural de réduire la sensibilité au domaine tout à fait réel, par ailleurs, qui a pu être occupé par les tenants de la défense de la Schwärmerei, n'est-ce pas, ou aussi plus spécifiquement et peut-être plus pernicieusement par tous les défenseurs du mythe de l'intériorité, si j'ose dire, n'est-ce pas, qui ont été les cibles de Jacques dès ses premiers écrits, n'est-ce pas, et qui expliquent qu'il se soit d'emblée, je crois, mis du côté des penseurs malfamés de la philosophie, qu'il s'agisse aussi bien de parfaits inconnus à l'époque, Wittgenstein, ou qu'il s'agisse aussi de tous les auteurs qui ont pu parler du déclin de l'Occident, de Ben, etc., ce qui lui a valu du reste une incompréhension au départ. Comment se fait-il que vous intéressiez à ce type d'auteurs qui sont apparemment un petit peu suspects ? Bien.
Alors, je crois que... pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point? C'est que je suis frappée pour ma part par le déferlement actuel dans le siècle, justement, de cette Schwärmerei. Et si, comme doit l'être tout philosophe attentif au langage ordinaire, je suis constamment frappée par la manière dont le concept d'impression a cédé le pas de plus en plus dans la plupart des propositions. On ne dit plus « j'ai l'impression que », mais « j'ai le sentiment que ». Alors, dans la bouche d'un certain nombre de personnes qu'on ne pourrait pas être particulièrement sentimentales, cela sonne un peu bizarrement, mais c'est un fait. Observation. Donc la première leçon, évidemment, à tirer de ceci, c'est qu'il faut s'élever contre toute forme de sentimentalisme, qu'il faut s'élever contre toute forme de rationalisme dogmatique. C'est un point cher à Bouvresse, et je dirais que peut-être le point sur lequel il a manifesté, je pense, une acuité particulièrement forte, c'est dans son attaque du rationalisme appliqué à la morale, qui est une forme de caricature du rationalisme, c'est-à-dire quand on pense, enfin, si vous voulez, qu'on ne perçoit pas, qu'on ne discerne pas, et c'est évidemment quelque chose qu'avaient perçu des philosophes comme Wittgenstein, mais aussi Peirce, quand on ne perçoit pas à quel point on commet une erreur de catégorie lorsque l'on procède à une mathématisation en quelque sorte de l'âme, n'est-ce pas? Là où précisément ce dont le registre domaine, c'est peut-être davantage, là réellement en effet, de choses comme peut-être tout simplement l'instinct, un certain nombre de réalités concrètes. Jacques est un philosophe de l'immanence, d'où l'importance qu'il attache dans toute son œuvre aux philosophes de l'immanence, et parmi lesquels, incidemment, compte non seulement Wittgenstein, mais Leibniz, qui est il a tout à fait raison de le noter, je crois, un partisan ou un défenseur très, très ferme de tout ce qui s'oppose aux abstracta. Alors, ce qui est justement, vous voyez, tout à fait significatif, me semble-t-il, du mouvement de la pensée bouvressienne, c'est que le fait de s'attaquer à ce type de rationalisme dogmatique ne s'oppose pas du tout, mais au contraire implique une attention extrêmement aiguë à ce qui peut constituer les conditions d'une rationalité normative authentique. Dès Rationalité et cynisme, dès les premiers écrits les plus, à mon sens, les plus offensifs sur ce point, dans ces attaques virulentes contre toute la pensée cynique postmoderne, c'est cette idée qui est très très forte, qui est aussi présente évidemment dans les auteurs que j'ai cités, cette espèce de dégoût pour les faux penseurs qui se présentent comme des défenseurs de la morale, et dont il suffit d'ailleurs de regarder quels sont en général les comportements pour s'apercevoir que, effectivement, avec non sans un certain étonnement, qu'ils sont les premiers à avoir tout sauf des comportements moraux, et à être en revanche extrêmement peu circonspects sur la précision qu'exigerait l'analyse des concepts moraux, des théories morales, des liens que doit avoir, par exemple, l'éthique avec la métaéthique, si on veut pouvoir aujourd'hui répondre de façon correcte à un certain nombre de dilemmes moraux, comme ceux qui deviennent de plus en plus complexes aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, cette espèce de... ce que cela montre incidemment, c'est que la position à adopter d'emblée dans ce domaine, à mon avis, ne doit certainement pas relever de la défense d'une forme de minimalisme moral, mais doit appeler au contraire
à une vigilance absolument farouche relativement, justement, à une pensée relativement maximale sur le plan simplement de la compréhension de ce en quoi consiste une rationalité normative bien construite. Je vais y revenir tout à l'heure. Bon, c'est le premier point sur lequel je voulais insister. Et à partir de là, je voudrais peut-être, en reprenant donc ce qui me paraît tout à fait central dans son approche, essayer de dessiner donc avec ceux d'entre vous qui ont participé à ces échanges, au fond, comment nous pourrions répondre à ce message qui est le sien, c'est-à-dire, premièrement, essayer de trouver quelques règles aujourd'hui pour veiller à ce que penser ne s'oppose pas trop à sentir. Le problème n'est donc pas de réfléchir à la question « faut-il choisir la pensée, faut-il choisir le sentiment ?» mais comment on concilie les deux, comment on s'arrange pour ne procéder ni à une trahison des sentiments, ni à une trahison des clercs. Alors je prendrai d'abord, si vous voulez, quelques règles dans le premier domaine, comment veiller à ce que penser ne s'oppose pas à sentir. Il me semble ici que, si j'ai bien entendu ce qui a été dit, je crois que j'ai vu assez clairement que vous faisiez tous une distinction assez claire et, me semble-t-il, tout à fait judicieuse entre la façon dont on peut aborder cette question, d'abord du point de vue du philosophe, et ensuite, éventuellement, en dehors de la philosophie, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, éventuellement, ça aussi, ce sont les enseignements bouvréciens, si on s'attache plus qu'on ne le fait peut-être aux enseignements de l'écrivain, de l'artiste, mais aussi du sociologue, comme l'a rappelé Louis Pinto tout à l'heure, et j'en dirai peut-être un mot plus personnel tout à l'heure, Louis, si tu permets sur ce point, des relations entre l'œuvre de Bouvresse et celle de Bourdieu, justement, m'a rappelé quelques souvenirs dans ton propos. Donc, commençons par dire, au fond, comment le philosophe peut mieux faire dans ce domaine-là. Bon, je pense, avec un certain nombre d'entre vous, que il me semble que le philosophe, sinon nous ne serions d'ailleurs pas là, je pense, a encore sacrément de pain sur la planche et que il n'est pas du tout honteux de considérer qu'il mérite son salaire s'il fait son travail correctement. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour le philosophe de faire aujourd'hui correctement son travail professionnel, honnête? Alors ça veut dire bien entendu, et ça on le doit encore aux rappels incessants de Jacques Bouvresse, c'est mesurer à quel point, lorsque nous travaillons en philosophie, nous devons être attentifs au langage et aux exigences thérapeutiques que le langage exige de nous pour tirer au clair nos idées. Et donc, il nous faut évidemment, et c'est un travail de tous les instants, je viens de le faire vous voyez, très bêtement, là, sur l'idée de impression, sentiment. Bon, regardez ce qu'on a sous le nez, n'est-ce pas ? Regardez les mots, voir pourquoi éventuellement il y a des choses qui se passent sous les mots tout simples que nous utilisons. Donc, analyser notre grammaire conceptuelle. Bon, on pourra y revenir longuement dans la discussion, naturellement. En second lieu, montrer comment l'analyse conceptuelle elle-même ne se limite pas à une simple analyse grammaticale. Et là, je pense que dans un des exposés, je crois que c'était celui de Sophie, qui a parlé des expériences de pensée, excusez-moi, oui, des expériences de pensée du philosophe, il me semble que, je pense en effet
que faire son travail correctement de philosophe, c'est certainement ne pas s'en tenir non plus à une analyse qui se ferait en apesanteur ou qui ne s'occuperait, si vous voulez, sur le plan même de l'analyse conceptuelle, que de ce que les expériences de pensée pourraient nous révéler sur nos intuitions modales. Vous voyez ? Je crois que, précisément, c'est un point qui me tient à cœur et que j'ai développé, les expériences de pensée du philosophe doivent toujours s'enrichir des expériences de pensée du savant, de même qu'elles doivent aussi s'enrichir des expériences de pensée, tout simplement de la psychologie populaire, n'est-ce pas ? Et donc, nous devons certainement en philosophie attacher plus d'importance que nous ne le faisons à nos intuitions empiriques. Il y a en épistémologie un travail très important qui est mené justement sur la valeur épistémologique que l'on peut accorder aux intuitions, et je crois qu'on peut parfaitement, d'un côté, être hostile à une métaphysique fondationaliste qui s'appuierait sur le primat de l'intuition, n'est-ce pas ? Et sans pour cela objecter, avoir des objections contre ce type de démarche, n'est-ce pas ? Bon, donc je crois qu'une manière, vous voyez, d'introduire la sensibilité dans la pensée, c'est certainement, à mon sens, au niveau même de l'analyse conceptuelle elle-même, de reprendre ce genre d'accorder un peu plus d'importance qu'on ne le fait encore, je crois, dans le travail philosophique de l'analyse conceptuelle. De même, il me semble que le philosophe doit être beaucoup plus attentif qu'il ne l'est toujours, en dépit des rappels à l'ordre de certains, à la richesse que l'on peut trouver dans différentes formes d'inférence logique. Ne pas simplement s'intéresser aux formes de la déduction ou de l'induction, voir à quel point, n'est-ce pas, l'abduction, qui est précisément ce qui, en un sens, a déjà une forme logique inférentielle, mais se trouve aussi complètement hantée dans la perception, est importante, n'est-ce pas, dans la manière dont, tout simplement, non pas seulement nous jugeons, mais nous raisonnons. Donc, être beaucoup plus attentif qu'on ne l'est à certaines formes d'inférence, et pas seulement à la déduction, mais même, y compris s'agissant de la déduction elle-même, être beaucoup plus attentif qu'on ne l'est au fait que la déduction ne joue pas simplement sur le registre de l'axiomatique, sur le registre des symboles. Peut-être qu'il est possible aussi d'introduire un peu plus de sensibilité aux icônes, n'est-ce pas ? Les icônes fussent-elles formelles, n'est-ce pas ? Mais accorder peut-être plus de place encore qu'on ne le fait en logique, à ce que pourrait être une logique iconique, à ce que pourrait être aussi une défense conséquente d'une logique du vague. Vous voyez ? Bon, il y a des travaux qui se font en ce sens, mais je pense qu'on peut parfaitement élargir même le domaine de la logique, vous voyez, sans sacrifier naturellement la rigueur et la précision exigées par la logique, n'est-ce pas ? Mais ai-je la faiblesse de penser, en pensant un petit peu mieux l'intégration, vous voyez, du non-ratioïde dans le ratioïde, si je puis me permettre. Bon. Alors je dirais qu'il y a une autre manière encore, évidemment, de mieux penser cette alliance qui me semble tout à fait importante dans la démarche d'une reconstruction de la raison. Évidemment, il faut éviter de considérer, ça c'est quelque chose que je tiens de Bouvresse, que je tiens aussi des lecteurs pragmatistes qui ont été pendant de longues années mes auteurs de chevet, aussi bien Peirce que Putnam, savoir l'idée qu'il faut éviter de considérer qu'il ne peut y avoir de connaissance à proprement parler qu'en termes de connaissance scientifique, et prendre beaucoup plus au sérieux qu'on ne le fait le concept de connaissance non scientifique.
C'est pourquoi c'est évidemment très très important d'aller du côté de ce que Jacques Bouvresse a montré dans un certain nombre de ses textes récents. Comment peut-on comprendre ce que serait la connaissance de l'écrivain? Vous voyez? Bon, je crois que c'est un point sur lequel d'autres philosophes travaillent, y compris en France. Il me semble qu'il faut aussi creuser beaucoup plus qu'on ne l'a fait encore, pour éviter justement ces caricatures dans lesquelles on tente aussi, et là nous passons à l'examen du champ symbolique qu'évoquait Louis Pinto tout à l'heure, les caricatures auxquelles nous sommes vraiment... nous sommes confondus de voir qu'elles sont encore possibles, c'est-à-dire qu'il y aurait par exemple au sein même de la philosophie 2 branches antithétiques, selon que les uns seraient au fond des logiciens pisse-froids, analytiques, insensibles aux émotions, totalement perméables à la littérature, à l'art, etc., entendez les philosophes analytiques, et de l'autre, ceux qui pensent, ceux qui sont pénétrés, et donc les seuls à être ouverts aux joies de l'existence, de la vie, et qui, on savent depuis longtemps que pour pratiquer la vie comme il convient, il faut brûler tous les livres, et surtout ceux de logique. Logica sunt non leguntur. Je pense qu'il faut aussi être beaucoup plus attentif, naturellement, à ce qui se passe maintenant, si je me place dans d'autres domaines, évidemment, que celui de la philosophie. Et donc, je viens de parler de la littérature et de l'art, et donc aussi à la sociologie. Et je pense que c'est d'autant plus important aujourd'hui, enfin cela a toujours été à mon sens, n'est-ce pas? Parce que c'est la sociologie, Jacques l'évoquait à l'instant dans une de ses réponses, je crois que c'était à Jean-Mathias Fleury, parce que c'est la sociologie qui nous aide à mieux comprendre la violence qui peut sévir, y compris dans le registre symbolique, y compris dans le monde des idées. Et si l'on veut éviter aux philosophes d'être trop angéliques, comme l'est parfois Sir Bertrand, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, je pense qu'on a besoin, en effet, de temps à autre, de pratiquer un petit peu de plus près, d'aller au plus près du côté des coups de bistouri que peut nous donner la sociologie, mais je dirais aussi évidemment l'histoire, n'est-ce pas? Et que là encore, notre siècle l'impose, si du moins l'on souhaite, en suivant l'héritage bouvrecien et l'héritage bourdieusien, être un philosophe dans la cité. Mais on n'est pas obligé. Mais si on le veut, alors on le doit. J'ai dit quelques mots à partir de ce qui m'a semblé important dans les échanges que nous avons eus sur ce point-là, mais il y en a d'autres naturellement dont nous reparlerons dans la discussion. J'essaierai maintenant de dire quelques mots sur la manière dont il me semble que nous pouvons déjà dégager quelques règles qui devraient permettre que sentir s'oppose un peu moins à penser. Et là, c'est peut-être encore plus difficile, étant donné ce qu'est le domaine du sentir. Nous le savons bien. Bon. Et là, je crois que Bouvresse, mais je dois dire aussi Bourdieu, m'ont été très précieux. J'ai toujours pensé, pour ma part, que la seule école de la sensibilité qui vaille, c'est l'école qui ne nous aide pas à exprimer des émotions, mais à éduquer nos dispositions naturelles à la sensibilité, n'est-ce pas, aussi bien qu'à la raison. Nous avons un certain nombre de dispositions qu'il nous faut éduquer. Donc, cela s'applique dans le domaine du goût, cela s'applique dans le domaine aussi de l'entendement. C'est sous cette forme, n'est-ce pas, que se présentent nos facultés. Et donc, bien entendu, pour ce faire,
Si nous voulons, je crois, remplir le programme qui est celui que je crois avoir compris être aussi celui dressé par l'œuvre bouvrécienne, c'est-à-dire montrer l'exigence de la normativité extrême de la rationalité, et montrer comment, au fond, ça et le fait que souligner les limites du rationalisme moral ne sont que l'envers et l'endroit d'une même pièce. Il me semble que ce dont on manque cruellement le plus aujourd'hui, c'est un point sur lequel Jacques Bouvresse avait insisté dans l'échange que nous avions eu à Lille au mois de novembre, c'est certainement ce qu'il appelle, ce qui est caractéristique de l'époque, c'est un manque de sensibilité au vrai. Un manque de sensibilité au vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Bien entendu, ça veut dire un manque de sensibilité au sens de ce qu'il a rappelé tout à l'heure, une absence d'attention et de respect pour la vérité, qui est beaucoup plus importante qu'on ne le remarque, je crois, aujourd'hui. À quoi bon la vérité? Certains d'entre vous se souviendront sans doute de l'échange entre Richard Rorty et Pascal Angèle. Inutile de dire de quel côté des deux je me situe. Bien entendu que la vérité est quelque chose qui compte et qu'elle sert. Donc Rorty a tort. Ça n'est pas simplement une petite accolade qu'on reçoit sur l'épaule et dont on peut simplement discourir au gré des conversations de salon. C'est une affaire sérieuse qui impose en effet que l'on s'intéresse de très près à ce dont Kevin Mulligan a rappelé l'importance tout à l'heure, aux conditions, à ce que signifient les conditions de vérité, à ce que veut dire les relations entre vérité et signification, à ce sur quoi reposent par exemple aussi les conditions d'assertabilité, à ce que c'est qu'un contenu de connaissance. Ça, évidemment, ou aussi de faire passer beaucoup plus dans les esprits que ce n'est le cas aujourd'hui, l'idée pourtant si évidente qu'en effet, il ne peut y avoir compréhension s'il n'y a pas connaissance. Bon. Et donc, la sensibilité au vrai, ce n'est pas seulement la sensibilité au concept de vérité, mais aurais-je envie de dire aussi, une sensibilité beaucoup plus grande que ce n'est encore le cas de mon point de vue, à ce qu'implique la connaissance. Qu'est-ce que j'entends par là? Bien, il me semble que et je crois que c'est encore aussi quelque chose qui n'est pas encore suffisamment entré dans les esprits et qui serait pourtant indispensable dans le programme d'une reconstruction correcte de la raison. Au fond, si nous étions un peu plus attentifs que nous le sommes à ce qu'est la connaissance, et si nous cessions de nous dire que le problème majeur des relations entre raison et sensibilité, c'est un problème en effet de savoir qui est rationnel ou qui épouse plutôt le problème du sensible, mais vraiment un problème qui touche à... et donc, s'il faut par exemple aussi opposer essentiellement la rationalité scientifique, n'est-ce pas, à ce qui serait justement l'irrationalité, puisqu'elle ne serait pas scientifique. Si on veut éviter de poser le problème de la rationalité en adoptant une perspective beaucoup trop scientiste, à mon avis, n'est-ce pas, on doit prendre beaucoup plus au sérieux qu'on ne le fait, et notamment en France, en dépit des enseignements qui ont été prodigués depuis un certain nombre d'années en ces lieux, je pense, et par Jacques Bouvresse, par Jules Vuillemin, par Clavelin, par Granger et par d'autres éminents professeurs du Collège de France, essayer de comprendre beaucoup mieux ce que suppose véritablement la connaissance. C'est un terme qu'on emploie ainsi, mais va-t-on vraiment assez de près dans l'élucidation des conditions de possibilité de la connaissance? Autrement, évidemment, qu'en un sens kantien, je m'entends, n'est-ce pas, mais au sens, en effet, extrêmement technique et sophistiqué qu'a pris ce concept dans les discussions contemporaines en philosophie de la connaissance.
Comment comprendre les relations entre connaissance et croyance? Comment intervient justement peut-être quel choix devons-nous faire entre les différentes théories de la connaissance? Peut-être comprendrait-on mieux si on allait regarder d'un peu plus près ces questions. Comment il peut se faire en effet qu'on soit un philosophe de la connaissance, un triste logicien et en même temps un partisan de l'épistémologie des vertus, attentif non seulement à l'évidentialisme des données empiriques, à la structure logique de nos inférences, mais évidemment aussi aux forces et aux dispositions de notre caractère. Il est tout de même frappant de voir à quel point il s'agit là encore d'un domaine qui est quasiment ignoré, en dehors de quelques endroits tout à fait éminents de notre pays, dans la plupart des départements de philosophie. Bien, alors je voulais simplement faire quelques remarques sur ce point, et vous allez trouver sans doute que j'ai été un peu étrange d'invoquer Chamfort et de dire que ce monsieur n'allait pas assez loin et que je pense qu'on pouvait aller plus loin et trouver, contrairement à ce qu'il dit, un art de juger aujourd'hui, à partir de ce qui se dessine de l'œuvre bouvrécienne et des échanges que nous avons pu avoir durant ces 3 journées. Bref, si vous voulez, quelques règles pour juger et donc pour aimer et ne pas haïr, puisque c'est ça apparemment que Chamfort semble reprocher, n'est-ce pas, aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. Il pense que le jugement va nécessairement de pair avec, au fond, une impossibilité d'aimer. Bien, quand on juge, on ne peut pas. Alors, je crois qu'évidemment, un art de juger, un art du discernement, ça suppose bien sûr de comprendre mieux en quoi consiste le travail critique. C'est un point sur lequel insistaient du reste beaucoup des auteurs aussi comme Renouvier, comme Hippolyte Taine. C'est un travail critique sur lequel je crois aussi on doit essayer de mieux comprendre en quoi il peut consister. Je vais y revenir tout à l'heure, parce qu'on dit souvent que la philosophie, c'est ce qui permet l'éveil de l'esprit critique, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on entend au juste par là? Et est-ce que cela suffit aujourd'hui de développer l'esprit critique? Pour ma part, je suis persuadée du contraire. Je vais dire pourquoi. Mais évidemment, il faut d'abord que la reconstruction de la raison s'appuie sur un travail critique. Mieux comprendre le travail critique, c'est évidemment aussi mieux comprendre en quoi consistent les rapports entre la raison et les raisons, comme un certain nombre d'entre vous l'ont montré. Comment il faut vraiment travailler au sein de l'espace des raisons, sur la manière dont ces raisons s'articulent aux causes, mais aussi s'articulent plus ou moins bien entre elles. Là encore, c'est un domaine sur lequel Pascal Angèle nous a énormément éclairé, mais sur lequel, en France encore, les travaux restent beaucoup trop confidentiels. Donc, il est évident que c'est quelque chose sur quoi un rationaliste devra porter son attention. Sans cela, nous ne comprendrons jamais les liens étroits qu'il y a en effet entre les raisons de croire et les raisons d'agir. Comment, en effet, la question se pose de savoir, et plutôt plus encore, peut se résoudre éventuellement, de savoir si les raisons épistémiques doivent toujours ou seulement dans certains cas l'emporter sur nos raisons pratiques. Bref, jusqu'où le pragmatisme, par exemple, a-t-il raison et jusqu'où est-il totalement illusoire de s'en tenir, comme certains voudraient aujourd'hui le faire accroire, à des solutions pragmatistes. Et c'est une pragmaticiste qui dit cela. Montrer de quelle manière aussi, je crois, ce sur quoi Jacques a évidemment constamment insisté, comment l'irrationnel vient se loger dans le rationnel. Aude Bandini a beaucoup insisté, avec raison, sur
toutes les difficultés qui tiennent à l'aveuglement, à la duperie sur soi, à la faiblesse de la volonté. Voyez, et ce sont évidemment toute une série de mécanismes qui, si nous ne les élucidons pas, ne nous permettront pas de réagir efficacement, n'est-ce pas, aux forces exactes de la croyance. Et donc, évidemment, aux forces aussi exactes des croyances irrationnelles. Si nous faisons trop confiance au rationnel, si nous ne comprenons pas comment l'irrationnel vient se loger dans le rationnel, comment voulez-vous que nous comprenions de quoi il retourne dans les fanatismes contemporains? La perversité, évidemment, de ces fanatismes ne peut se comprendre que si on montre à quel point, d'abord, ce problème se pose, et en second lieu, comme Boumvresse n'a aussi cessé d'y insister, sur le fait peut-être que, contrairement à ce que nous disons souvent, la volonté de savoir qui est la nôtre n'est peut-être pas aussi fréquente, n'est-ce pas, qu'elle le prétend. Et jusqu'à quel point, ça je crois que ce sont aussi des enseignements nietzschéens, jusqu'à quel point nous pouvons croire ceux qui nous disent qu'ils veulent à tout prix savoir, être informés. Alors, être sensible au vrai, cela veut dire aussi, évidemment, si du moins l'on veut éviter certains vices épistémiques, comme l'a souligné Kevin Mulligan, être beaucoup plus attentif naturellement qu'on ne l'est, je crois, à en quoi consiste le phénomène des émotions. Qu'est-ce que c'est qu'évidemment la question des valeurs qui s'attachent aux émotions, comment certains mécanismes, en effet, des émotions sont véritablement tout à fait particuliers et ne peuvent être compris que si, justement, nous les associons aussi à une réflexion très aiguë sur les valeurs. Bon. Mais évidemment, cela suppose qu'on soit convaincu de la réalité du problème, et je dirais aussi animé donc par la volonté de savoir et de mieux faire dans la pratique des vertus épistémiques. Et donc c'est bien, comme Jean-Jacques Rosa l'a montré, une affaire de tempérament là, dont il est question, et une affaire aussi de volonté. Alors je crois que il me semble qu'on peut, si on veut améliorer la situation, comme je l'ai dit, y compris dans l'analyse conceptuelle, travailler sur une meilleure compréhension des conditions de possession de nos concepts, redéfinir l'a priori, montrer le rôle épistémique des intuitions, mais aussi, à un moment donné, passer, je crois, à une vitesse supérieure. Je crois que si on veut reconstruire la raison, il faut en effet que nous nous dotions d'un certain nombre de règles pour la réforme de l'entendement, ce qui suppose aussi que nous ayons quelques règles de direction pour notre esprit, mais aussi pour notre âme. Alors comment est-ce que cela peut se faire et pourquoi cela doit-il se faire? Eh bien, je crois que si en effet on est un philosophe engagé dans le siècle, eh bien, on sait très bien que les questions qui comptent, ce sont des questions qui sont liées aux perversions de la croyance, des questions qui sont liées aussi à la difficulté à faire entendre la tolérance. Donc, l'aveuglement ou l'insensibilité au vrai, évidemment, n'importe pas seulement parce qu'on voudrait mieux savoir, mais surtout parce qu'on voudrait être plus efficace dans la manière dont on résiste, dont on combat les illusions et dont on doit, pour ce faire, déplacer les questions. Alors je crois que
c'est la raison certainement pour laquelle, sur ce point, je me distingue un peu des préconisations de Bouvresse, même si je le rejoins sur son réalisme. Je suis convaincu, comme lui, de la nécessité d'une position réaliste forte et non pas timide. Or, je sais bien qu'aujourd'hui, qui se dirait, comme il l'a rappelé, irrationaliste? De même, qui ne se dirait pas réaliste? De préférence, du reste, spiritualiste. C'est tellement plus chic. Encore faut-il se donner évidemment les moyens de ces concepts. J'ai dit donc comment on pouvait envisager ce point. Je crois que Bouvresse considère être réaliste, c'est fondamentalement, et à mon avis c'est le progrès immense de son réalisme relativement aux perspectives qui étaient celles de Granger et de Vuillemin, c'est être extrêmement attentif à la manière dont un réaliste ne peut s'entendre comme un réalisme de la perception. Deuxièmement, être extrêmement attentif aussi au fait qu'un réalisme bien construit doit pouvoir trouver le moyen de se réconcilier avec un réalisme scientifique. Mais en troisième lieu, là où évidemment il est beaucoup plus réticent, c'est sur le fait que, c'est un point qu'a souligné Pascal Angèle hier, que ce réalisme puisse de près ou de loin s'apparenter à un réalisme métaphysique. Je voudrais cependant dire que je ne suis pas convaincu que Jacques Bouvresse soit opposé à un réalisme métaphysique, ou plus exactement que l'opposition qu'il fasse dans le cadre du réalisme ne soit pas davantage une opposition, bien plus une opposition au réalisme métaphysique, si l'on entend par là un réalisme qui serait totalement indépendant de la manière dont nous pouvons le penser ou l'asserter, n'est-ce pas? Au sens donc de ce qu'il a analysé dans la nouvelle querelle du réalisme à partir de la position de Métienne, n'est-ce pas? Je pense que Bouvresse est convaincu, mais justement j'aimerais avoir sa position là-dessus, de la nécessité dans laquelle nous sommes aujourd'hui de ne pas aller au-delà de cette première garantie qui nous est donnée par un réalisme bien compris, que ce soit un réalisme sémantique. Bon. Mais je pense qu'il est beaucoup moins sûr, à mon avis, donc c'est la raison pour laquelle il s'oppose au réalisme métaphysique, si tant est que classiquement on entende par réalisme métaphysique à présent ce qu'entend justement Putnam, et à quoi il a opposé une forme d'abord de réalisme interne avant de lui opposer une forme de réalisme pragmatique, puis naturel. Bien. En revanche, je pense qu'il est beaucoup moins clair que le réalisme de Jacques Bouvresse s'oppose autant qu'il le dit, peut-être qu'il le pense, à une association possible du réalisme avec la métaphysique. Donc j'aimerais beaucoup l'entendre là-dessus, parce qu'il me semble que la façon dont il est revenu à un certain nombre de questions leibniziennes en particulier, dont il a essayé de penser toute une série de questions qui importent tant aux métaphysiciens sur justement la place des modalités, la question de la nécessité, du déterminisme, de la liberté. Si ce ne sont pas des questions métaphysiques, je veux bien être pendu, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûre que le réalisme bouvressien soit aussi hostile qu'on pourrait le penser à la métaphysique en tant que telle. Je vois très bien à quel type de métaphysique verbeuse, en effet, il s'oppose, n'est-ce pas? Il est resté sur ce point impositiviste, mais comme il l'a montré aussi, si on est attentif aux lumières des positivistes, on sait à quel point, et justement les deux exposés que nous avons eus sur Carnap ont montré à quel point la chose était peut-être moins tranchée qu'on pouvait le penser, n'est-ce pas, sur la relation qu'on pouvait espérer en une bonne ou une relation de bon, comment dirais-je,
bon ménage entre les questions internes et les questions externes, par exemple. La situation est peut-être plus compliquée encore que peut-être on le pense, y compris chez les positivistes. Chez Carnap en particulier, mais je dirais aussi chez Schlick. Bon. Je pense que ce n'est pas non plus un hasard, et je puis me tromper, si Jacques Bouvresse est revenu aussi à une élucidation plus fine de ce qui était entendu par le programme des positivistes logiques. Bon, mais je puis me tromper naturellement. En tout cas, je pense pour ma part, évidemment, et c'est a priori quelque chose qui distinguerait ma propre version de la sienne du rationalisme, c'est qu'il ne peut pas y avoir de rationalisme sans métaphysique, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. J'ai eu l'occasion de donner un certain nombre de raisons pour lesquelles je pense que c'est absolument indispensable pour une reconstruction aujourd'hui de la raison. N'est-ce pas ? Je dirais simplement ce point, si vous voulez, parce que ça m'a frappé et ça m'a beaucoup ému aussi dans l'exposé de Louis Pinto, qui m'a rappelé de bons souvenirs, puisque j'ai travaillé, avant de travailler avec Jacques Bouvresse, avec Pierre Bourdieu, et que je travaillais à l'époque sur les usages sociaux des sciences sociales dans l'entreprise, donc à des questions relativement externes. Pourrait-on penser à la philosophie, n'est-ce pas ? Mais bon, pourquoi ne pas le dire ? Ensuite, je suis revenue à la philosophie. Et j'ai choisi de revenir vers la philosophie et vers Jacques Bouvresse. En revanche, je vais faire une confidence publique. Mon premier thésard, alors que j'enseignais à l'université de Paris 1 et que je terminais un cours de philosophie médiévale, un jeune homme s'est présenté à moi, c'était le fils de Pierre Bourdieu. Il m'a dit « Je viens de la part de mon père parce qu'il s'intéresse à Peirce. Et je pense qu'il travaille sur les dispositions, comme vous savez, les habitus, je crois que vous connaissez bien son travail, et il pense que ce serait bien que j'y réfléchisse un petit peu philosophiquement. » J'ai dit qu'à cela ne tienne, et j'ai donc inscrit le jeune Bourdieu sur un sujet qui portait sur les dispositions chez Peirce et Ramsay. Ensuite, je ne vais pas vous cacher la suite. Quelquefois, le directeur de thèse et son élève peuvent mal s'entendre. Et il n'est pas exclu que la métaphysicienne que je devenais de plus en plus soit devenue aussi de plus en plus encombrante, si bien que, in fine, nous nous sommes séparés peu de temps avant sa soutenance. Mais évidemment, m'est restée de cet épisode l'idée que, en effet, s'il y a un point de rapprochement entre la sociologie et la philosophie, c'est bien par les dispositions. Et vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas ? Si vous connaissez un petit peu mon travail, vous savez que ce qui m'importe beaucoup dans la manière dont on peut défendre aujourd'hui une métaphysique réaliste, rationaliste, c'est à condition de l'adosser à une forme de réalisme dispositionnel. Et donc, c'est évidemment, si on prend très très au sérieux, comme le faisaient des auteurs comme Peirce, comme Bourdieu et comme Jacques Bouvresse, comme Bouvresse me l'avait montré dans son enseignement sur Wittgenstein, que l'on peut, à mon avis, aujourd'hui, réconcilier les différentes sphères de la raison, et pourquoi pas certaines sphères académiques, au passage. Alors, je pense que, évidemment, et je voudrais conclure par là, pour ne pas prendre trop de temps et laisser de la place à la discussion, ça n'est pas seulement la métaphysique qui offrira je sais pas, la naïveté de le penser, les moyens suffisants pour résister à ce à quoi il convient aujourd'hui de résister, c'est-à-dire pour nous doter des moyens efficaces de lutter contre les différents fanatismes. Sans doute, la métaphysique nous aidera-t-elle à mieux comprendre la structure de l'intelligibilité. Et c'était bien l'idéal, comme l'a rappelé François Clemens, du rationalisme classique.
mieux comprendre comment l'esprit s'intègre dans la nature. Et Dieu sait si c'est important, n'est-ce pas ? Et combien peut-être, justement, il y a beaucoup moins de hiatus qu'on ne le pense entre ce qui relève de la normativité et de la nature, contrairement aux absurdités qu'on entend couramment aujourd'hui. Condition, bien entendu, de travailler de beaucoup plus près à ceux, par exemple, qui, dans la nature, peut relever du normatif. Et inversement, du côté de la normativité, ce qui peut être plus naturel qu'on ne le pense. N'est-ce pas ? Bien. Je pense que, par ailleurs, il faut certainement, bien entendu, donc faire plus qu'une entreprise métaphysique. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Bien, c'est par là que je voudrais terminer. La raison pour... Autant je crois, si vous voulez, à l'importance du travail philosophique, autant je pense aussi que nous devons être très attentifs, nous autres philosophes, si nous voulons prendre au sérieux notre travail et notre rôle dans la cité, à plusieurs choses. Donc, en conclusion, quelques conseils peut-être pour réorganiser l'âme autant que l'esprit. Bon, le moyen d'avoir raison dans l'avenir, disait Ernest Renan, est dans certaines heures de savoir se résigner à être démodé. Alors bon, soyons-le. Je crois que si on prend très au sérieux le travail philosophique, bien sûr, il faut d'abord considérer que la seule chose qui lui reste, ce n'est sans doute pas de reconnaître les limites de son domaine, de reconnaître les limites du langage, ou de considérer acquises que les limites du langage sont les limites du monde. Et donc, que le philosophe n'a pas d'autre choix que de s'investir dans l'ordinaire, ou de passer le relais à d'autres disciplines, la sociologie, la littérature ou autre. Mais évidemment, s'il veut prendre son rôle au sérieux, je ne crois pas non plus qu'il puisse se contenter de considérer que l'essentiel de son travail consiste en un travail du domaine qui est par nature, de manière privilégiée le sien, c'est-à-dire le domaine de l'a priori. Puisqu'il s'agit de reconstruire la raison, il me semble que je vois pour ma part, en tout cas, deux menaces, si vous voulez, qu'il pourrait y avoir, à oublier un peu certaines dimensions dans le travail philosophique. Je suis d'accord avec Stéphane Chauvier et avec Pascal Angèle sur la nécessité de reconstruire le palais de la raison. Mais je pense que, à la différence de l'un et de l'autre, il y a plusieurs manières de reconstruire le palais et que le palais n'est peut-être pas aussi lumineux qu'on pourrait le souhaiter. Et que cela impose du même coup, peut-être pas qu'on se réfugie dans ma cabane au Canada, mais enfin qu'on réfléchisse peut-être à d'autres concepts architecturaux. Je vois deux menaces dans le palais qu'a proposé Stéphane. Je pense, et dans le type de palais qu'a proposé Pascal. Je pense que la menace que je vois dans le palais chauviérien, qui à certains égards est quand même aussi un palais bouvrecien, par moments, c'est que la raison, à force de rester dans le cadre de la grammaire, parfois tente à devenir très rapidement trop métaphilosophique et à considérer, à force de tellement insister sur le modalisme, à prendre peut-être trop au sérieux parfois le fictionnalisme ou les capacités qu'aurait ce fictionnalisme à véritablement nous aider dans l'intelligibilité du réel. Mais naturellement, la discussion tout à l'heure... Bon. Je doute, autrement dit, qu'un décisionnisme
à ce point devenus prisonniers du modalisme, permettent aussi bien d'éviter dogmatisme du futur que scepticisme de lassitude. De même, je ne suis pas sûre de rêver d'un palais de la raison tel que le propose Pascal Angèle. Oh, ce palais a bien des qualités et des avantages. Il ne vous aura pas échappé qu'il a été présenté par son habitant sous la forme d'un collège de France avec un petit c, qui ressemble fort, certes, non, loin de moi l'idée qu'il n'ait pu y avoir une référence à l'état de délabrement du collège avec un grand C, mais qui ressemble fort, en tout cas, certes pas sans doute à ce château inhabitable qu'était devenu aux yeux d'un Peirce le château d'un idéaliste à la Hegel ou à la Schelling, mais plus encore m'a-t-il semblé à un collège de banlieue qui, en dépit des couleurs pimpantes dont on ne cesse de le redécorer, ne semble guère solide sur ses bases. Alors je dis que ce palais a évidemment bien des avantages, parce qu'il montre à quel point, en effet, il importe pour le philosophe, et c'est quelque chose aussi que les élèves de Bouvray sont tous retenus, à quel point la philosophie doit rester une philosophie de professionnels, investis dans le milieu académique, attentifs à ce qui se passe dans le domaine de l'éducation. Mais en même temps, ce qui me gêne aussi un peu dans ce palais, c'est que son architecture manque parfois un peu du charme et de la douceur des églises romanes. Bref, il me semble trop proche de l'intellectualisme et de la rationalité ou de cette Minerve qui empêchait Granger, par exemple, d'apprécier jusqu'au bout le rationalisme d'un Benda. Pour citer ici encore Chamfort, celui qui veut trop faire dépendre son bonheur de sa raison, qui le soumet à l'examen, qui chicane, pour ainsi dire, ses jouissances, et n'admet que des plaisirs délicats, finit par n'en plus avoir. C'est un homme qui, à force de faire carder son matelas, le voit diminuer et finit par coucher sur la dure. Or, si ce type de palais ne me semble pas avoir l'efficacité nécessaire, c'est peut-être parce que je pense que l'époque aujourd'hui impose un rationalisme suffisamment robuste, comme je l'ai dit, pour casser les reins, non pas tant au scientisme, au relativisme, à l'idéalisme, au spiritualisme, qu'est-ce qui en sont désormais devenus les effets, d'une certaine manière, avec toutes les formes caricaturales de fanatisme et d'intolérance que l'on voit de tous les côtés, et qui ne sont sûrement pas sans apport non plus, avec une certaine exacerbation de certaines formes d'hédonisme. Dans la conférence qu'il avait donnée à la Maison de la Culture de Besançon, le 29 janvier 1970, Jules Vuillemin remarquait ceci. Je cite un passage. « À une croyance vivante, il faut plus que la présence intellectuelle de l'idée. » Et il ajoutait « C'est ce surplus qu'il convient d'examiner, car c'est en lui qu'on trouvera l'origine du fanatisme et de l'intolérance. » Or, ajoutait Vuillemin, sa nature apparaîtra plus clairement si, procédant à contrario, nous décrivons le genre de déplaisir que ressent un homme qui abandonne une croyance et se défait d'un préjugé. C'est comme s'il perdait une partie de lui-même. C'est comme si, en plus, le doute par lequel il a vaincu son attachement à des opinions sans fondement créait en lui un malaise en risquant de s'attaquer à d'autres opinions, à d'autres parties de son univers mental. En bref, c'est comme s'il portait atteinte à son propre sentiment de sécurité. Telle est la raison pour laquelle il est difficile de penser par soi-même. L'attachement parfois invincible que nous ressentons pour les idées reçues, qui sont devenues nôtres, ne se distingue pas de l'amour de soi, en sorte que nous tendons spontanément à rejeter tout ce qui met en question cet amour et à accueillir tout ce qui le renforce. De là provient le ton passionné des discussions touchant la politique et la religion. On croit critiquer une opinion, on blesse
une âme. Ceci explique la difficulté de pratiquer la philosophie critique telle que Descartes la conseille. Car que nous reste-t-il lorsque nous dépouillons de toutes les idées auxquelles ne nous attache que la prévention et la précipitation? Il nous reste la solitude. Alors comment faire? Comment lutter efficacement contre la solitude et contre l'intolérance et le fanatisme? Bien que je n'aime pas trop les palais, c'est pourtant à un empereur que je laisserai le dernier mot. Mais que les républicains, que nous sommes tous, se rassurent. Ce n'est certainement pas, en dépit de certaines similitudes entre notre époque et celle à laquelle s'exprimait Marc Aurèle, par quelque nostalgie de l'Empire, et encore moins par quelque nostalgie du retour de tel ou tel Bonaparte retraversant l'Arcole, c'est plutôt pour les raisons qui transparaissent dans ce portrait qu'en dressait en termes affectueux Ernest Renan. Dès l'âge de 12 ans, Marc revêtit le manteau philosophique, apprit à coucher sur la dure et à pratiquer toutes les austérités de l'ascétisme stoïcien. Il fallut les instances de sa mère pour le décider à étendre quelques peaux sur sa couche. Sa santé fut plus d'une fois compromise par cet excès de rigueur. Cela ne l'empêchait pas de présider aux fêtes, de remplir ses devoirs de prince de la jeunesse, avec cet air affable qui était chez lui le résultat du plus haut détachement. Ses heures étaient coupées comme celles d'un religieux. Malgré sa frêle santé, il put, grâce à la sobriété de son régime et à la règle de ses mœurs, mener une vie de travail et de fatigue. Il n'avait pas ce qu'on appelle de l'esprit, et il eut très peu de passion. L'esprit va bien rarement sans quelque malignité. Il habitue à prendre les choses par des tours qui ne sont ceux ni de la parfaite bonté, ni du génie. Marc ne comprit parfaitement que le devoir. Ce qui lui manqua, dit Renan, ce fut à sa naissance le baiser d'une fée. Une chose très philosophique à sa manière, je veux dire, l'art de céder à la nature, la gaieté, qui apprend que l'abstiné et soustiné n'est pas tout, et que la vie doit aussi pouvoir se résumer en sourire et jouir. Bien, il me semble que si nous voulons pouvoir procéder à une reconstruction de la raison, et c'est pour ma part, je dois dire, la leçon que j'ai retenue de mon maître Jacques Bouvresse, assurément, il nous faut peut-être ne pas trop chercher à avoir de l'esprit. Bref, éviter de jouer, comme le voudrait pourtant à tout moment le siècle, au savantas, bel esprit. En revanche, il faut beaucoup nous employer à fortifier notre âme. Espérons simplement que dans cette tâche, qui seule doit nous permettre de devenir citoyens du monde, eh bien, nous pourrons de temps à autre recevoir le baiser d'une fée. Je vous remercie. Je remercie Claudine pour ce très bel exposé, enfin à la fois très beau et très substantiel. Mais évidemment, il est extrêmement embarrassant d'entendre parler autant de soi et surtout d'en entendre dire autant de bien, probablement immérité. Alors il y a une multitude de choses auxquelles j'aimerais réagir. D'abord, est-ce que tu pourrais me rappeler la citation de Chamfort? C'est plus on pense, moins on sent. Et plus on juge, moins on aime. Non, mais au contraire, il dit que c'est faux. C'est faux. Il dit que c'est absurde de s'imaginer que justement, plus on pense, moins on sente. N'est-ce pas ? En revanche, là où je crois il dérape, c'est qu'il dit, bon, mais en revanche, quand on juge, on aime moins. Bon, j'ai voulu essayer de montrer que sur cette deuxième, il avait parfaitement bien vu le premier point, et que c'est ce que je crois qui ressort parfaitement de tout ton travail. Mais que tu ajoutes la deuxième dimension, voilà. Et que c'est précisément, on a dans ton œuvre les conditions de parvenir, contrairement à ce que certains
qui te présentent comme un grincheux, n'est-ce pas, disent qu'on a les conditions aussi de trouver les deux voies d'aimer. Ah oui, Sense and sensibility. Oui, deux manières d'aimer. Je suis tout à fait d'accord, encore que bon, il faudrait probablement poser aussi le rôle que sont susceptibles de jouer des passions négatives comme la haine et la colère, hein, même en philosophie. Hein, j'ai souvent discuté de ça avec Bourdieu parce qu'il me reprochait évidemment de me mettre facilement en colère, alors à quoi je répondais de façon un peu facile que c'est ce qu'on appelle en anglais righteous wrath, c'est-à-dire la juste colère. Mais la juste colère, c'est plutôt la position c'est plutôt la vertu du satiriste que celle du philosophe. Bon, mais comme si la philosophie n'est pas une science, on n'a pas à y faire preuve du genre de détachement dont est supposé faire preuve un scientifique. Enfin, c'est pas tellement de cette question-là que je voulais parler. Ce que je voudrais dire, peut-être pour commencer, c'est que, au fond, ce problème, comment réconcilier la raison et le sentiment, tu as l'air de penser que j'y suis parvenu, ou en tout cas ce que j'ai essayé de faire pourrait représenter la solution. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour moi. Enfin, je veux dire que ça représente véritablement la solution. Mais ce qui est peut-être plus intéressant, c'est le fait que, au fond, je me suis attaqué dans cette affaire à un problème que je ne ressens pas tellement. C'est-à-dire, j'ai jamais éprouvé le besoin de réconcilier la raison et le sentiment parce que j'ai jamais vu de quelque façon que ce soit d'incompatibilité et encore moins de guerre possible entre elles. Et ça, bon, ça crée une difficulté. Ça a créé une difficulté pour moi parce que, par exemple, j'ai jamais compris cette énergie avec laquelle on essaie de se convaincre, enfin de convaincre les gens que si on aime la science, on ne peut pas aimer la poésie, par exemple. Bon, ou en philosophie, que si on défend une forme de philosophie rationnelle, bon, on est du coup empêché de s'intéresser à l'esthétique, à tout ce que la philosophie peut avoir à dire dans le domaine de l'art, de la poésie, de la musique, etc. Mais là, j'ai eu et j'ai toujours un problème sérieux qui est que on confond très facilement le fait de ne pas parler de certaines choses et le fait de les ignorer. Ce n'est pas parce qu'un philosophe s'abstient de parler de certaines choses qu'il a décidé, qu'il a tendance à les dévaloriser, encore moins qu'il a décidé de les ignorer. Je me souviens de la réponse qu'avait fait Carnap. Je ne sais plus de quoi il s'agissait, mais enfin, on lui avait reproché finalement de parler d'un domaine de choses très limité, très spécialisé. Et il avait répondu que ça ne signifiait pas du tout qu'il éprouvait un mépris quelconque pour les autres, mais c'est qu'il ne savait pas en parler. Ce qui est une façon très honnête de réagir à la question. Moi, je ferais la même chose, c'est-à-dire j'ai parlé essentiellement de ce dont je me sentais capable de parler à peu près convenablement. J'ai une difficulté extrême, par exemple, une difficulté considérable à parler de poésie, je l'ai fait quelques fois, une difficulté encore plus grande à parler de musique. Bon, je l'ai presque jamais fait, je finirai peut-être par le faire quelque peu, mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec une quelconque tendance à ignorer ou à mépriser ces choses-là. Et comme je n'éprouve pas non plus de difficulté à passer de l'une de ces choses aux autres, c'est-à-dire, ça ne m'a jamais posé de problème de passer une demi-journée sur le théorème de Gödel et puis le reste de la demi-journée sur la littérature, voire même sur la musique. Donc, comme je ne ressens pas cette difficulté, j'ai eu quelques mal à la prendre au sérieux. Néanmoins, elle existe. C'est un fait qu'elle existe, qu'on la voit souvent apparaître et qu'on la voit souvent exprimée sous des formes militantes, qui généralement pour crier à la tyrannie de la raison, à la nécessité de faire la place qu'elle mérite à des choses comme la poésie ou la musique. Et là, tu as insisté avec raison sur la façon dont j'ai essayé je m'en suis pris à ce qu'on peut appeler des caricatures de la raison. Alors, je crois que là, il y en a essentiellement deux, qui sont d'ailleurs liées l'une à l'autre. Alors, il y a une caricature de la raison qui consiste à concevoir la raison et le rationalisme comme étant constitué par l'adhésion à un système de règles rigides qu'on applique de façon implacable, sans aucun respect pour la réalité, moyennant quoi le stalinisme, par exemple, est qualifié, apparaît presque comme le couronnement du rationalisme. Enfin, on a tous entendu souvent
le stalinisme présenté comme, quand même pas l'hitlérisme, parce que là ça aurait été difficile, mais en tout cas le stalinisme, oui, bien sûr, parce qu'il y avait à une certaine époque, à l'époque de la guerre froide, on avait tendance à considérer que le stalinisme, enfin disons en tout cas le communisme, a été le paradigme du rationalisme, alors que évidemment le nazisme était au contraire le paradigme de l'irrationalisme. Mais il y a, si c'est non pas seulement le communisme, mais même le stalinisme qui doit être considéré comme le paradigme du rationalisme, alors là il y a un sérieux problème, parce qu'il y a peu de doctrines qui constituent un exemple aussi typique de l'anti-rationalisme, je veux dire du mépris de ce qu'est réellement le rationalisme. Alors il y a une autre caricature qui est un peu différente, c'est justement cette caricature qui consiste à parler de la tyrannie de la raison sans s'interroger le moins du monde sur la plausibilité de cette affirmation, qui consiste à dire qu'au fond, nous sommes gouvernés pour l'essentiel dans nos vies et de façon dictatoriale par la raison, ce qui est tout simplement ridicule. Plus on réfléchit à la chose, plus on se rend compte à quel point nous sommes peu gouvernés par la raison. Et d'ailleurs, les mêmes soulignent les deux choses en même temps. Ils parlent d'une tyrannie de la raison et en même temps, ils invoquent contre la raison le fait que les 99, la ministre dit, nous ne sommes qu'empiriques dans les 3/4 de nos actions, on pourrait presque dire, nous sommes extraordinairement peu rationnels, voire même complètement irrationnels dans les 3/4 de nos actions. Donc, alors ça m'a toujours exaspéré au plus haut point. Bon, je ne sais pas comment il faudrait s'y prendre pour arriver à réfuter ce préjugé qui veut que l'existence de l'homme moderne soit gouvernée de part en part par la raison et par une conception dogmatique et dictatoriale de la raison. Bon, chez Mosil, il dit dans L'homme sans qualité, je ne sais plus à quel endroit, il dit que considéré du point de vue technique, le monde moderne est franchement comique. C'est-à-dire, si les gens qui pensent que le monde est gouverné entièrement par la technocratie, moi, ils m'amusent beaucoup, parce que s'il était réellement gouverné du point de vue de cette façon-là, c'est-à-dire par la technocratie, ce serait une technocratie qu'on pourrait accuser légitimement d'être complètement misérable, et d'échouer lamentablement dans ses prétentions, ça c'est certain. Mais c'est pas du tout comme ça. Je pense que même le monde actuel est gouverné. Bon, donc ça c'est le genre d'idole auquel je m'en suis pris assez régulièrement, bon, avec un succès qui je pense, est en fin de compte très relatif, mais enfin peut-être pas non plus avec un insuccès complet. Alors, il y a aussi une petite question dont j'aimerais dire un mot, c'est pourquoi est-ce que j'ai entrepris de façon générale, dans cette confrontation, de défendre plutôt la science. Enfin, c'est en tout cas comme ça que je pense qu'est perçu ce que j'ai fait. Je dois dire que spontanément, je pourrais citer à nouveau Mosil qui dit je me suis senti dans ma jeunesse appelé à défendre les pensées vivantes, et j'ai dû passer une bonne partie de mon temps à défendre les pensées mortes, c'est-à-dire en gros les pensées scientifiques, contre les beaux esprits littéraires. J'ai eu un peu le même problème. Spontanément, je n'étais pas tellement attiré par la science, bien que je n'ai pas eu de problème avec la science. Bon, je n'ai pas eu de problème avec les mathématiques. Un de mes plus grands regrets de ne pas en avoir fait davantage quand j'étais jeune, mais c'était le moment où il aurait fallu en faire. Mais je n'avais pas de problème avec la science, mais je n'étais pas tellement attiré par la science, j'étais beaucoup plus attiré par la littérature. J'ai d'ailleurs failli à un moment donné où j'étais un peu découragé par l'état de la philosophie. J'ai failli m'orienter vers des études d'allemand. J'ai envisagé très sérieusement de passer l'agrégation d'allemand. Donc, de même, j'étais au départ beaucoup plus germaniste, évidemment, qu'intéressé par la pensée anglo-saxonne. Et par conséquent, spontanément, je n'étais pas tellement enclin à me mettre à défendre la science, et cependant, je me suis senti obligé de le faire. Je me suis senti obligé de le faire un peu de la même façon de façon comparable à ce qui est arrivé à Mosil, parce que je trouvais tellement stupide et tellement insupportable le genre de choses que j'entendais répéter à propos, là encore, d'une espèce de tyrannie que la science est censée exercer sur nos esprits. Donc, du coup, je me suis mis à défendre la science, enfin, la science et la logique, en considérant que, quoi qu'on puisse dire sur cette question, en gros, il n'y a pas tellement besoin de se battre pour convaincre les philosophes de s'intéresser à la littérature et à l'art. Ils le font quand même très largement, ils le font même
la plupart du temps spontanément. Ils le font souvent très bien, là-dessus je n'ai aucun doute. Mais c'est plutôt, le problème c'est plutôt la relation que la philosophie a avec la science qui est mauvaise, qui je trouve continue à être mauvaise, parce que la science est toujours perçue comme plus ou moins comme une menace par la philosophie. Alors, il faudrait aussi parler longuement de la façon dont je me suis trouvé impliqué dans la discussion du problème de la connaissance. C'est-à-dire, Dieu merci, j'ai toujours été convaincu, sans trop de difficulté, que la connaissance ne peut pas se réduire à la connaissance scientifique, contrairement à une certaine tendance qu'avaient mes maîtres. C'est-à-dire que je crois sans aucune hésitation à la réalité de la connaissance ordinaire. Disons que je suis sur ce point plutôt aristotélicien. En fait, je suis finalement beaucoup plus aristotélicien probablement qu'on ne pourrait le penser. Donc je suis tout à fait convaincu qu'il y a une connaissance non scientifique. J'ai fini par prendre le risque, parce que pour moi ça représentait un risque, de poser ouvertement la question de l'existence ou de la non-existence d'une connaissance littéraire. Une question très très difficile. Et il m'a été reproché de ne pas donner de réponse claire. C'est vrai, il est exact que j'ai un peu le même genre d'hésitation que Bouzille, c'est-à-dire je pense qu'il est presque impossible de ne pas reconnaître l'existence de quelque chose qui mérite d'être appelé connaissance littéraire. C'est presque impossible de ne pas le faire, et en même temps, si on le fait, on se heurte également à des difficultés considérables, parce que la moindre des choses, c'est d'essayer de clarifier un peu ce qu'on entend, de quel genre de connaissance il s'agit. Et c'est évidemment une chose qui est particulièrement difficile. Alors, deux choses encore, parce que je ne voudrais pas abuser de la parole. Alors, sur la question du réalisme, bon, je suis assez satisfait de l'idée que, au fond, je n'ai pas besoin du réalisme métaphysique, mais j'ai besoin d'une association de la métaphysique et du réalisme, ce qui, en effet, correspond probablement, c'est une hypothèse que tu as risquée, au fait que, dans les dernières années de cours que j'ai donnés, on peut dire que je suis redevenu non seulement historien de la philosophie, mais en plus, horesco référence, métaphysicien. Un peu métaphysicien, en tout cas concerné par des questions que, évidemment, on a de multiples raisons de qualifier de métaphysique. Alors, c'est d'autant plus vrai que les deux auteurs auxquels je me suis intéressé, Gödel et Leibniz, sont vraiment des métaphysiciens dans un sens particulièrement fort, puisque Gödel pense que pour bien faire, la philosophie actuelle devrait recommencer à Leibniz, au-delà de Kant, c'est-à-dire régresser en deçà de Kant et recommencer là où Leibniz s'était arrêté, ce qui est, si on peut utiliser cette expression, particulièrement gonflé, mais enfin, il faut dire que Gödel ne reculait véritablement devant rien. Et puis après Gödel, évidemment, ça a été Leibniz. Donc j'arrive à comprendre que les gens aient pu s'étonner de cette espèce de retour à la métaphysique, en tout cas de l'intérêt pour la métaphysique, spécialement sous la forme de l'intérêt accordé à ces deux penseurs. Là, je pense que la réponse, à nouveau, une partie de la réponse en tout cas, réside dans le fait que j'ai effectivement changé d'attitude sur ce point. Comme je l'ai dit, quand j'ai commencé, bon, à mes yeux, la métaphysique avait une réputation extrêmement mauvaise. Et j'étais pas loin, ça peut sembler ridicule de découvrir Carnap au début des années 60, alors qu'évidemment tout le monde disait que le positivisme logique était mort depuis longtemps. Je me souviens les articles qu'il y a eu, en particulier dans Le Monde, quand Carnap est mort. En 1970, il y a deux philosophes éminents qui sont morts, Carnap et Bertrand Russell. Russell est mort en 1970, à l'âge de 98 ans. Carnap était un peu plus jeune. Eh bien, je dois dire honnêtement que pour moi, ça a été la fin d'une époque. Quand j'ai l'année 1970, bon, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était en train de disparaître. Il va sans dire que personne en France n'a vu les choses de cette manière, et surtout pas la presse, évidemment, mais enfin, ça, c'est pas une surprise, puisqu'il y a eu un article dans Le Monde dans lequel on expliquait que Carnap était oublié et qu'il n'avait plus de disciples. C'est une chose qui a dû plaire énormément à Quine, qui a dédié au moins un de ses livres, si c'est
set theory and its logic, ou word and object, to Carnap, teacher and friend. Carnap, maître et ami. Ça, c'est pour dire que dans les années 60-70, j'étais pas loin de donner raison à Carnap sur la question de la métaphysique. Puis, progressivement, par la suite, je me suis rendu compte que une attitude nettement plus positive à l'égard de la métaphysique pouvait s'imposer, mais je reconnais que c'est quand même une évolution qui a un caractère très limité, parce que, évidemment, je me suis intéressé, comme par hasard, à deux métaphysiciens logiciens, c'est-à-dire Gödel, d'une part, et Leibniz, d'autre part. Bon, je vais m'arrêter là, parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses.